Pendant 6 ans, depuis la catastrophe nucléaire, personne n'a pu entrer dans cette maison, ni même s'en approcher. Elle se trouve à 10 km de la centrale de Fukushima. J'ai déjà fait la moitié. Il faut que je gratte encore. Takahashi est homme de ménage. Il nettoie les habitations de ceux qui reviennent peu à peu vivre dans leur village, contaminés par le nuage radioactif en 2011. Il y a des endroits où la radioactivité a vraiment du mal à baisser. Mais bon, il vaut mieux continuer à vivre plutôt que d'être paralysé par la peur. Dans toutes les pièces, des particules font réagir notre compteur Geiger. Il monte à 0,71 microsieverts, la mesure de la radioactivité dans l'air. C'est 5 fois plus que le maximum toléré en France dans des zones habitées. Pourtant, les autorités japonaises ont donné le feu vert à cette grand-mère de 77 ans et à son mari pour rentrer chez eux. Koshiko et Toshio avaient emménagé ici après leur mariage. On n'était pas là pendant si longtemps. La crasse s'est incrustée. Pendant 6 ans, le couple était logé dans un camp pour les évacuer, à 40 km de là. Vous êtes contente de rentrer chez vous, madame? Oui. Je retrouve l'odeur de mes tatamis. Je n'ai pas de mots pour cela. Un désir de retour, plus fort que la peur de la radioactivité. Qu'est-ce que c'est? C'est une machine pour mesurer la radioactivité. Ah oui? Et elle a combien maintenant? Elle est à 0,92. Zéro quoi? Regardez. 0,94. C'est 6 fois plus que la normale. Et dans ces zones-là, c'est comme ça maintenant. Et alors? Pour Koshiko et son mari, c'est la fin d'un cauchemar qui a commencé à 14h45, le 11 mars 2011. Un puissant séisme secoue les côtes japonaises et un tsunami ravage tout sur son passage. Jusqu'à 10 km à l'intérieur des terres. 18 000 morts, 1 million de maisons détruites. La vague de 15 mètres endommage la centrale nucléaire de Fukushima. 3 des réacteurs explosent. Un nuage radioactif s'en échappe. 110 000 personnes sont évacuées en moins de 24 heures. Dans un périmètre de 20 km, la zone est bouclée et doit être entièrement décontaminée. Des milliers de tonnes de terre radioactive sont stockées dans ces sacs, qui font aujourd'hui encore partie du décor. 6 ans après la catastrophe, les camps installés à 40 km de la centrale vont être démontés, condamnant les derniers 12 000 habitants de ces préfabriqués à retourner vivre dans la zone jusqu'alors interdite. Takahashi, l'homme de ménage, quitte aujourd'hui ce qui devait être un logement provisoire. Il a vécu dans ce 2 pièces de 20 mètres carrés avec sa femme et leur petite fille depuis mars 2011. Je dormais ici avec ma femme. Et ma fille Lynn était là. TEPCO, l'entreprise responsable de la centrale de Fukushima, leur versait aussi une indemnité mensuelle de 2 500 €. Une vie mise entre parenthèses. C'était très long ces 6 années. Je me sentais prisonnier, comme enfermé. Je cherchais quoi faire pour m'en sortir. Et finalement, maintenant que le camp doit fermer, je dois m'en aller. Le déménagement m'a été imposé, mais c'est bien comme cela.
Takahashi va rentrer dans son village, mais seul avec sa fille. Il dit que sa femme n'a pas supporté cette vie d'attente. Elle l'a quitté il y a 4 mois. Lui et son ex-belle-mère, qui habitent dans le même camp, sont depuis sans nouvelles. Ça, c'était Aline. Oui, c'est Aline. Je l'ai retrouvée chez moi. Je le mets avec le reste. Avant le tsunami, la grand-mère vivait avec eux. La famille a explosé. Une situation devenue banale chez les couples d'évacués, à tel point que les Japonais ont donné un nom à ces séparations. Les divorces atomiques. L'accident de la centrale nucléaire a complètement bouleversé notre vie. Mais maintenant, il faut que j'arrête de me plaindre. Une vie nouvelle est devant moi. Je dois avoir le courage de l'affronter, seul, avec ma fille, tous les deux ensemble. Seul un habitant sur 10 a pour l'instant fait comme Takahashi, le choix du retour. Dans l'ancienne zone interdite, rouverte depuis le mois d'avril, des villes encore fantômes, à une dizaine de kilomètres de la centrale de Fukushima. Selon le gouvernement, résider ici ne présente plus aucun risque pour la santé. Pourtant, la radioactivité est toujours élevée. L'ancien logement de Takahashi a été détruit par le séisme. Il vient donc de racheter cette maison, bradée à 30 000 €. Lynn a aujourd'hui 11 ans. Je suis vraiment heureux. C'est génial. La maman est partie, mais le père et sa fille tentent de reprendre leurs habitudes d'avant la catastrophe nucléaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a à manger? C'est des fougères. Ces plantes sauvages sont très utilisées dans la cuisine japonaise. Mais ces légumes à feuilles sont connus pour absorber la radioactivité. Goûtez, c'est vraiment bon. Vous les cueillez où? Là, tout autour de la maison. Ma voisine a dit que c'était bon, qu'il n'y a pas de danger, que c'était sans risque. Elle fait la cuisine avec ça. Vivre ici, ça veut dire qu'il faut accepter tout cela. Ce soir-là, la radioactivité autour de la maison de Takahashi atteint près de 2 microsieverts. C'est 13 fois le seuil toléré en France. Un taux potentiellement mortel. Tu es déjà là, toi? Selon les médecins, vivre en permanence avec de tels taux affaiblit les défenses immunitaires et peut provoquer des cancers. Mais Takahashi veut nous prouver que c'est pour Lynn qu'il est retourné vivre près de la centrale nucléaire. Les enfants de Fukushima, quand ils sont ailleurs que chez eux, ils sont discriminés? Sont mis à l'écart? Ils sont persécutés? Qu'est-ce qu'ils te disaient, les autres enfants? Qu'est-ce qu'ils te disaient? Il n'arrêtait pas de me parler de ma radioactivité, tout le temps. Tous les jours. En fait, comme il y a beaucoup de radioactivité ici, les gens de l'extérieur ont peur qu'on en ramène, qu'on leur transmette comme un virus. Aujourd'hui, on a l'impression que Fukushima est devenue une enclave complètement isolée au Japon. Cette enclave mise en quarantaine, toujours radioactive, l'État veut aller jusqu'à la recultiver. Dans le village de Takahashi, une drôle de machine sillonne les champs ce matin-là. C'est un cadeau du gouvernement, un tracteur dernier cri pour replanter les premières graines de riz. Un cadeau de 60 000 € à cet agriculteur.
6 années sont passées. Ça fait beaucoup de temps. Il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir. Il n'empêche, cette culture est sous haute surveillance. Un ingénieur de la préfecture contrôle toute l'opération. Du sodium et du calcium censés neutraliser la radioactivité ont été répandus dans le champ. Nous contrôlerons la radioactivité dans le riz dans toute la préfecture de Fukushima. Nous contrôlerons tous les sacs de riz récoltés et nous ne commercialiserons que le riz qui a passé ce contrôle. Il serait interdit en France de cultiver cette terre. La radioactivité y est 5 fois supérieure au seuil maximal autorisé. Mais au Japon, c'est désormais permis. Dans le pays, de rares voix s'élèvent publiquement contre le discours rassurant des autorités. Shinzo Kimura est un scientifique, spécialiste reconnu du nucléaire. Il a commencé sa carrière à Tchernobyl. En 2011, rentrer au pays était pour lui une évidence. Je devais remplir mon rôle de scientifique. Parce que je sais que les autorités veulent toujours cacher des choses. Je suis là pour donner des chiffres exacts et aider les habitants. Avec cet agriculteur du coin, il nous montre sur la route cette borne installée par l'État. Elle affiche déjà un taux de radioactivité élevé. Elle est à 1 mètre du sol. Regardez où ils ont installé le poste de mesure. Ils ont bien nettoyé tout autour. Par contre, quand on mesure aux endroits qui n'ont pas été nettoyés, c'est là qu'on a les vrais chiffres. À 10 mètres à peine de la borne, en effet. À 1 cm du sol, on est à 2 microsieverts. C'est le double de ce qui est affiché sur la borne. Le nuage radioactif s'est propagé au gré des vents, parfois très loin, comme ici, à 150 km de la centrale. Dans cette végétation luxuriante qui continue à pousser, comme si de rien n'était. Les 2 hommes prélèvent les plantes sauvages que les habitants cueillent et consomment. Ces fougères sur le marché, ça se vend plus de 2 € les 200 grammes. La radioactivité est invisible, on ne la voit pas. Quand on mange, il n'y a pas d'effet immédiat. C'est pour cela qu'elle est extrêmement dangereuse. Ces plantes, Shinzo les analyse dans son laboratoire avec ses machines qu'il a ramenées de Tchernobyl. Le maximum pour que l'aliment soit comestible et sans danger est de 100 becquerels. Oh. Waouh, 1400. Combien? 1400 becquerels? Le scientifique rend public la plupart de ses analyses. Mais étonnamment, la presse japonaise en fait rarement l'écho. Parmi les 32 000 exilés depuis 6 ans, certains ne pourront jamais rentrer chez eux. Il reste un périmètre interdit de 10 km autour de la centrale. Yoshinobu a accepté de nous y conduire. Il a 54 ans, il est né ici. Ça fait 6 mois que je n'y suis pas allé. Il y a toujours vécu, jusqu'en 2011. Mon ancienne vie me manque. Cet ancien employé d'une usine d'appareils photo a le droit de retourner dans son village 1 fois par mois, d'y amener des proches, mais pas des journalistes. Nous filmons au téléphone portable. La zone est gardée par des employés de TEPCO, la compagnie qui gère la centrale. Il faut mettre les combinaisons de protection. Donnez-moi vos passeports. On est obligé de mettre les combinaisons? Il faut aussi mettre un masque, hein.
Vous pouvez éteindre la caméra, s'il vous plaît? Hein? Ah, ok. Nous n'aurons le droit de rester que 2 heures vêtus de ces armures de papier pour éviter que des particules s'accrochent aux vêtements et aux cheveux. Yoshinobu, lui, refuse de les enfiler. Non, je ne les mets pas. Pourquoi? J'en ai pas besoin. Je suis habitué à la radioactivité maintenant. Okuma était l'une des villes les plus prospères des environs. 11 000 habitants y vivaient avant le tsunami. Ici, c'était la rue commerçante. Il y avait des magasins partout. Il y avait un petit bar, là. Il y avait énormément de passages. Regardez, il y avait une boulangerie ici. Dans cette petite ville, Yoshinobu connaissait tous les commerçants par leur prénom. Ici, par exemple, c'était un ami. Il s'appelait Tamago. C'est chez lui que j'allais chercher mon gaz. Le temps s'est brusquement figé il y a 6 ans à Okuma. Dans l'épicerie, l'horloge est arrêtée à l'heure du tremblement de terre. Les journaux sont toujours ceux du 11 mars 2011. À l'extérieur, la seule trace de vie, ce sont des sangliers. Ils prolifèrent. Des animaux radioactifs descendus des montagnes. Dans les rues, le taux de radioactivité monte jusqu'à 30 fois plus que la normale. Une douche froide pour cette ville qui, dans les années 60, avait tout misé sur l'atome. Le mot était à l'époque synonyme de plein emploi. Il était même devenu un label sur les enseignes des magasins. La librairie de l'atome. S'il n'y avait pas eu cette centrale, cette ville n'aurait pas existé. Sans TEPCO, on n'aurait pas pu vivre aussi bien. Yoshinobu s'était fait construire une grande maison pour lui, sa femme et ses 3 enfants. Le labeur de toute une vie. C'est pénible de voir tout ça. J'ai beaucoup de peine. À l'époque, la plus jeune de ses filles avait 8 ans. Elle a abandonné ses jouets, ses peluches, ses souvenirs d'enfance. L'exil détruit la famille. Le couple se sépare. Un autre divorce atomique. Yoshinobu est aujourd'hui sous antidépresseur. Il ne travaille plus et reçoit 830 € par mois versés par TEPCO. La compagnie nucléaire a aussi indemnisé la perte de sa maison à hauteur de 320 000 €. Il vit désormais à 50 km de là. Dans le jardin, les compteurs Geiger s'affolent. Ils sont au maximum. Faut y aller maintenant, c'est dangereux. Sa maison est condamnée à disparaître. Les autorités prévoient de raser toute la ville pour abaisser la radioactivité. À 3 km, la centrale de Fukushima, elle, est toujours debout. Son démantèlement va s'étaler sur 1 siècle. C'est la première fois depuis la catastrophe que Yoshinobu revoit les réacteurs qui ont explosé. C'est indescriptible. Je n'ai pas de mots. On nous avait dit qu'il n'y aurait jamais d'accident. Et moi, je les croyais à ce moment-là. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'un tsunami puisse causer une telle catastrophe.
Mais le gouvernement et TEPCO ne l'avaient pas prévu non plus. Ils ont fait une erreur. Ils sont responsables. Le procès de l'accident nucléaire s'est ouvert cet été. Seuls 3 dirigeants de la compagnie ont comparu pour négligence. Ils ont plaidé non coupables. Les habitants ne font plus confiance à la justice ni aux hôpitaux publics. Et c'est souvent vers des médecins bénévoles qu'ils se tournent. Ce jour-là, Yoshinobu et ses 2 filles se rendent dans une salle polyvalente pour un dépistage. Depuis la catastrophe, 184 cas de cancer de la thyroïde ont été recensés chez les moins de 18 ans dans toute la préfecture de Fukushima. C'est 50 fois plus que la moyenne mondiale. Dans 9 cas sur 10, ce cancer n'est pas mortel s'il est détecté rapidement. C'est froid? Oui. Là, c'est la thyroïde, juste à côté de la voie respiratoire. J'ai regardé de haut en bas, de bas en haut, et tout va bien. Terumi, la fille cadette de Yoshinobu, avait 8 ans au moment du tsunami. Elle se plaint d'une boule dans la gorge et son père craint le pire. C'est juste une petite poche d'eau. C'est pas une tumeur cancéreuse, c'est de l'eau. La situation de la famille Watanabe est plus inquiétante. Le père, Norio, a développé un cancer de la thyroïde. C'est bien cicatrisé maintenant. On lui a enlevé cette glande il y a 4 ans. Après l'accident, cet enseignant avait nettoyé les rues de sa ville à la demande du maire. Je suis certain que mon cancer a été provoqué par la radioactivité. Mais je ne peux pas le démontrer. Le problème, c'est mon fils. Juste après la catastrophe, il est allé faire des courses sous la pluie. Et donc je sais que lui aussi a reçu beaucoup de radioactivité. Son fils, Hatsuyuki, a 23 ans. La première fois qu'il s'est fait contrôler en 2013, tout allait bien. Mais là, la médecin remarque une tache préoccupante. C'est de la calcification, ça? Où? Regardez. Là. Ça... Ouais. Non, c'est plus foncé. Ce n'est pas du cartilage. Non, je ne crois pas que ce soit du cartilage. C'est comme un grain de riz. Ça fait 2,2 mm. C'est une tumeur dont la nature cancéreuse devrait être confirmée par des analyses plus poussées. Si ça dépasse 5 mm, là, ça devient très grave. Réveille-toi. Allez, lève-toi. Même si les enfants sont plus sensibles que les adultes aux radiations, Takahashi, l'homme de ménage, ne semble pas s'inquiéter pour sa fille, Lynn. Dépêche-toi, tu vas rater le bus. Lynn est scolarisée dans un collège tout neuf. Bonjour. 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 Il a ouvert il y a 1 mois. Il a coûté 4 millions d'euros. La scolarité y est entièrement gratuite, alors qu'ailleurs, au Japon, elle coûte 1 000 € minimum par an. Des équipements, dernier cri. Et beaucoup de salles vides. Seule une centaine d'élèves est inscrite dans cette école prévue pour 300. Il fera beau peut-être, mais les enfants de Fukushima vivent désormais avec au-dessus de leur tête une épée de Damoclès. C'est un grand-père chahuté par la tristesse.
et par la colère. Depuis l'accident nucléaire de Fukushima, Nobuyuki Tokoro prie chaque matin, sous les yeux de sa vieille mère, en kimono. Avant l'événement, ce retraité de 63 ans n'était pourtant pas vraiment religieux. Cette catastrophe a fait vaciller ses certitudes. Les 4 premiers jours après le tsunami, j'étais sidéré devant ma télévision. Je n'arrivais plus à dormir. Prier Bouddha m'a apaisé. Et ça m'a surtout donné l'envie de mener une sorte d'action humanitaire pour que le Japon s'en sorte. L'univers des centrales, Nobuyuki le connaît bien. Il a fait toute sa carrière chez TEPCO, la compagnie qui exploitait Fukushima. Regardez cette photo, elle date de 2003. Je suis au milieu. J'étais directeur de cette autre centrale, une centrale thermique. Lorsque j'ai pris ma retraite de chez TEPCO, mon esprit était fier et serein. Mais aujourd'hui, j'ai honte. Je réalise que la sécurité nucléaire était un mythe et que les ingénieurs comme moi ont participé au mensonge. Alors je veux réparer, je veux me rendre sur le terrain à Fukushima. Je suis volontaire pour aller décontaminer la centrale. Un papy volontaire pour se faire irradier à Fukushima, la centrale du cauchemar. Une centrale dont les images filtrent au compte-gouttes. Celles-ci ont été prises par un drone au-dessus des réacteurs éventrés. Le 12 novembre, TEPCO a pour la première fois ouvert le site à quelques médias. Une visite éclair sous escorte, le temps d'apercevoir des dégâts considérables. Même si les réacteurs ont été refroidis, le monstre radioactif n'est pas encore sous contrôle. Des travailleurs de l'ombre se relaient dans les décombres contaminés. De leur santé, on ne sait pas grand-chose. Après l'accident de Tchernobyl, 50 000 liquidateurs sont morts, irradiés. À Fukushima, des habitants à bout de nerfs ont interpellé les porte-paroles de TEPCO. Ceux-ci sont restés muets, tête baissée. Avant de s'enfuir par une porte dérobée. Dans ce climat d'opacité et d'angoisse, Nobuyuki Tokoro, le retraité de TEPCO, n'est pas le seul senior à vouloir aller travailler à Fukushima. Il a décidé de rejoindre un club du 3e âge insolite, fondé par cet autre grand-père. Regardez, voici la plaque de notre association, l'escadron des vétérans pour Fukushima. Yastel Yamada surnomme sa troupe les samouraïs de l'atome. Voilà nos bureaux. Et là, je vous présente de nouveaux membres. Le seul critère pour adhérer, avoir plus de 60 ans. Yamada en a 72, il était professeur de chimie. 2600 grands-pères ont déjà rejoint son mouvement. Chaque vendredi par groupe de 10, c'est cours de physique. Les taux de radiation fluctuent, comme sur cette courbe. Les samouraïs ont imprimé ces tracts qui clament « Vive les forces du 3e âge pour Fukushima ». Les statistiques officielles que les autorités nous donnent ne sont pas crédibles. Il n'y a que des mensonges. Il faut mesurer nous-mêmes avec ces appareils. Les papys découvrent un étrange attirail. Vas-y, baisse-le un peu comme ça. Ça, c'est pour prendre des mesures en vélo. Les personnes âgées sont moins vulnérables à la radioactivité que les jeunes, car nos cellules se renouvellent moins. Et puis nous, on est vieux, on n'aura plus d'enfants. Donc on veut travailler à Fukushima, à la place des jeunes. Pour rencontrer ces liquidateurs qu'ils veulent remplacer, Yamada décide d'envoyer 5 membres de son groupe en repérage. Sur le terrain, Miyagi est photographe à la retraite. C'est l'un de ces samouraïs aux cheveux gris chargés de jouer les enquêteurs.
Son dosimètre indique 0,06 microsievert par heure à la sortie de Tokyo. Un taux de radioactivité naturelle. En dessous de 0,10, les experts considèrent qu'il n'y a pas de danger. Notre génération a bien profité du progrès, de l'électricité en abondance. Maintenant, c'est à nous d'agir. Bien sûr, c'est dangereux d'aller là-bas, même en éclaireur. C'est un peu héroïque de le dire comme ça, mais il faut bien que quelqu'un se sacrifie. Et moi, pour mon équilibre mental, il faut que j'agisse. Direction Fukushima. 8 mois après le tsunami, l'océan est redevenu paisible. Mais le compteur du dosimètre grimpe, inexorablement. Le danger atomique est incolore, inodore, invisible. Est-ce qu'on peut passer? Non, personne ne peut entrer, ni filmer. Ok. Vous devez dégager par la droite. Ah d'accord. À 20 km de la centrale nucléaire accidentée, un barrage et une atmosphère de science-fiction. Les liquidateurs entrent et sortent de la zone interdite, ultra contaminée. Un balai de véhicules transportant des silhouettes spectrales, vêtus de combinaisons blanches et de masques à gaz. Partez, vous n'avez pas le droit de rester là. Ces liquidateurs, qui semblent inaccessibles, Miyagi veut les interroger. Pour ça, il faut entrer dans leur base, à 1 km du poste frontière. Un complexe baptisé J-Village, un ancien gymnase réquisitionné par les autorités. J-Village, c'est l'endroit où les travailleurs se rassemblent le matin. C'est aussi là qu'ils se font décontaminer lorsqu'ils reviennent de la centrale. C'est impossible d'entrer par devant. On va essayer de faire demi-tour. Le grand-père samouraï parvient à se faufiler par l'entrée de derrière. J-Village ressemble à un QG militaire. 24 heures sur 24, 3000 liquidateurs défilent dans ces locaux. En compagnie de Miyagi, nous essayons de les aborder après leur service. À Tokyo, on nous a prévenu que le sujet était très sensible. Nous filmons donc en caméra cachée. Bonjour, vous êtes bien liquidateur? Oui. On peut échanger quelques mots avec vous? Ah, on n'a pas le droit de parler, ni d'être filmé. On n'a pas de secret, mais on nous a donné l'ordre de ne pas parler. De toute façon, vous n'êtes pas censé rentrer dans J-Village. Normalement, vous ne pouvez aller que jusqu'au barrage. Le contrat des liquidateurs leur interdit explicitement de s'exprimer, sous peine de perdre leur travail. Le soir, ils logent tous dans des pensions de famille, à la lisière de la zone interdite. Après avoir essuyé une 50aine de refus, Miyagi obtient un rendez-vous discret. Dans ce motel, la nuit. Isomaï a 42 ans, célibataire, sans enfant. Il accepte de parler, à condition que notre reportage ne soit pas diffusé au Japon. Isomaï est ce qu'on appelle un gitan du nucléaire, un travailleur intérimaire qui tourne sur les différentes centrales japonaises. Bravant les interdictions, il a pris avec son portable des photos exclusives de l'intérieur de Fukushima. Ça fait 4 mois que je m'occupe du traitement des eaux contaminées. Tous les matins, j'enfile cet équipement spécial et un masque avant de rentrer dans le véhicule qui va à la centrale. À l'intérieur de la voiture, on essaie de ne pas faire rentrer d'air. On travaille 1 heure et puis on se repose 1 heure dans ces bulles de plastique où l'air est pressurisé. Miyagi essaye de savoir quelles tâches les papis samouraïs pourraient accomplir. Et nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a des grues à conduire? Est-ce qu'il y a des boulots comme ramasser les débris ou les mettre en tas? Il y a déjà des gens pour faire ça. Ah oui, bien sûr. Oui, au moins 2000 personnes. Vous savez, il fait très chaud sous le masque et les radiations, ça fatigue. Dès qu'on travaille 1 heure, on est crevé. Il y en a même qui s'évanouissent. Isomaï partage sa chambre avec 3 autres liquidateurs. Leur motivation pour travailler à Fukushima, c'est le salaire, très attractif.
400 € par jour, plus une prime de 100 € en cas de surdose. Mais il a signé une décharge s'engageant à ne pas attaquer TEPCO s'il déclare un cancer. Ça, c'est mon lit. Et ça, c'est le dosimètre qu'on doit porter sur nous en permanence. Ça mesure la dose de radioactivité qu'on accumule chaque jour. Tous les soirs, on le donne au chef et il note la mesure pour voir la quantité de césium qu'on inhale. En quelques mois, les travailleurs atteignent la dose maximale, 250 millisieverts. Ils doivent alors cesser de travailler pendant 5 ans. Une motivation de plus pour Miyagi de remplacer ses liquidateurs. Ça, c'est ma fille. C'est pas raisonnable d'aller à la centrale si vous avez un bébé. Nous, on ne veut pas voler votre travail. Mais on est plusieurs volontaires du 3e âge. Et on pense que vous, les jeunes, vous avez des années devant vous. Vous ne devez pas vous faire irradier. On peut y aller à votre place. On est plus tout jeune, on est moins vaillant que vous, mais on est très motivés. Je sais pas quoi vous répondre. Je trouve votre proposition très étonnante. À Tokyo, les papis samouraïs n'ont pas encore reçu le feu vert pour entrer dans l'arène. Mais selon eux, c'est une question de semaines. La centrale manquera rapidement de main-d'œuvre. Ce matin, j'ai eu une réunion avec TEPCO. C'était très intéressant. Yamada est prêt à casser les prix. Il propose d'être payé 40 € par jour, 10 fois moins que les liquidateurs. Et pour s'assurer qu'il est suffisamment en forme, un petit check-up. En tant que médecin, je lui déconseille d'aller à la centrale. Mais sa motivation semble inébranlable. Je ne change pas d'avis. C'est logique que les vieux comme moi se dévouent. À l'image du chef, chaque retraité du groupe s'entraîne. Shinobu Naito n'avait plus fait de sport depuis 25 ans. Désormais, cet ancien éditeur se rend tous les soirs au gymnase. Et Naito ne prend plus l'ascenseur. Il grimpe à pied les 10 étages de son immeuble. Le retraité compte aussi constituer des réserves de son propre sang pour faire face au risque de leucémie s'il est irradié. Je suis rentré. Naito est connecté en permanence sur le site internet de TEPCO, un site qui montre des webcams de Fukushima, un semblant de transparence. On voit la centrale en temps réel. Ils ont recouvert le réacteur numéro 1 avec du plastique. Ils vont faire pareil avec les autres réacteurs. Dès qu'il y a une secousse sismique, je regarde si la centrale est touchée. Regarde, Yamada nous a appris à utiliser un dosimètre. Sachiko, l'épouse de Naito, s'efforce de partager les préoccupations de son mari. Moi, je m'y intéresse aussi. Je compatis face à la détresse des gens qui ont dû évacuer leur maison. Mais personnellement, j'aurais trop peur de me rendre dans ces zones irradiées. Je trouve que c'est un problème très grave, mais je pense que ce n'est pas à nous d'agir. C'est la différence entre mon mari et moi. La dernière trouvaille de Naito sur Internet, c'est cette carte détaillant la radioactivité de Fukushima. En rouge, c'est la zone la plus touchée. Ensuite, ça décroît. Orange, jaune. La contamination n'est pas uniforme et plus étendue que ce qu'on croyait au départ. Avec Miyagi, nous avons négocié l'autorisation de traverser cette zone rouge, à 35 km de la centrale. Très vite, le dosimètre sonne et s'affole. 2,33 microsieverts, c'est 20 fois la dose admise pour un organisme humain. Un danger de cancer mortel 20 fois supérieur au risque acceptable. 8 mois après, on voit encore les stigmates du tsunami. Des montagnes de débris, des carcasses de bateaux à l'agonie, des villages fantômes. 700 000 personnes ont été évacuées. Il leur faut désormais un permis spécial pour venir chercher quelques affaires. Et toutes les écoles sont désertées. À 30 km de la centrale, nous mesurons 4,73 microsieverts. À Tchernobyl,
tous les villages avaient été évacués au-dessus de 2 microsieverts. Mais à notre grande surprise, nous croisons soudain cette vieille dame qui fait son jardin, l'air de rien. Moi, je suis revenue et mon voisin aussi. Je vais vous le présenter. Venez, suivez-moi. Il est par là. Au total, 3 vieillards sont revenus, défiant la loi. Ici, Miyagi rencontre aussi un jeune photographe venu tirer le portrait de ces kamikazes quasi centenaires. Là, ce sont les tablettes qui commémorent nos ancêtres. Ça date du Moyen-Âge. J'ai été évacuée 3 mois dans un préfabriqué dans une grande ville, à Koriyama. Mais c'était si petit que je me cognais contre les murs sans arrêt et je me cognais contre les gens. Alors, je suis revenue dans ma maison. J'ai 92 ans, donc de toute façon, dans 30 ans, je serai morte. Radiation ou pas, je ne vivrai pas jusqu'à 110 ans. Alors tant pis, je mange les légumes de mon jardin. Kazuma, le photographe, montre à Miyagi des clichés inédits de la centrale. Il s'est fait passer pour un liquidateur pendant une journée. Pour rentrer, il faut quelqu'un qui accepte de vous cacher parmi les occupants de l'autocar ou de la voiture. Les policiers au checkpoint contrôlent le permis des véhicules homologués, mais pas les passagers. Là, cet endroit, il est tellement irradié qu'on ne peut pas s'y arrêter longtemps en voiture. J'ai pris la photo à la sauvette. Miyagi et Kazuma mesurent la contamination du jardin des vieillards. Le dosimètre de Miyagi sature à 9,99 microsieverts. La vraie mesure est donnée par celui de Kazuma, presque 19. 200 fois la dose acceptable. Ces terres sont irradiées pour des siècles. Il faut très vite partir d'ici. De retour à Tokyo, Miyagi est inquiet pour ses compatriotes. La capitale n'est qu'à 3 heures de route de Fukushima. Le retraité doute désormais de la sécurité alimentaire des légumes et des poissons vendus dans les supermarchés. La provenance est indiquée dessus. Ce navet vient de la préfecture d'Ibaragi. Mais ce chou-là, il vient de la préfecture de Fukushima. L'étiquette affiche le nom et le portrait des agriculteurs. C'est censé inspirer confiance. Mais rien ne dit que ces légumes ont été contrôlés par les autorités. Miyagi achète du chou, mais aussi des champignons et des épinards de Fukushima. Le sexagénaire décide d'aller les tester lui-même dans un Becquerel Center, une entreprise privée qui dispose de machines de mesure. Bonjour, qu'est-ce que vous m'amenez exactement? Eh bien, j'ai trouvé des légumes de Fukushima. Depuis le tsunami, il existe une dizaine de Becquerel Center à Tokyo. L'effet des radiations sur le corps humain se mesure en sieverts, mais la radioactivité d'un aliment se calcule dans une autre unité, les becquerels. L'Institut vend d'ailleurs des aliments et des boissons garantis sous 30 becquerels, le seuil de dangerosité. Allez-y, cliquez, la machine va mesurer. Ce jour-là, les épinards et le chou affichent environ 40 becquerels, un taux acceptable. Mais les employés du centre ont régulièrement de mauvaises surprises. J'ai vu passer des échantillons de terre contaminés à 58 000 becquerels. Et des légumes à 400 et 500 becquerels. Au Japon, les supermarchés vendent donc des aliments impropres à la consommation. Et pour se rassurer, il faut avoir la bourse bien garnie. Les tests sur 3 légumes coûtent 89 €. En apparence, l'archipel nippon vit comme avant. Les néons de Tokyo, la nuit, scintillent toujours autant. Mais ça n'est qu'une façade.
Ça, c'est un livre sur les radiations. Chez lui, Yamada, le chef des papis samouraïs, est satisfait. TEPCO vient de lui promettre que d'ici fin décembre, 14 personnes de son commando pourront entrer dans la centrale. Regardez. C'est la dernière calligraphie que j'ai faite. Ces idéogrammes disent « L'arbre fané peut fleurir à nouveau ». Ça symbolise le fait que nous, les personnes âgées, nous pouvons encore servir. À Fukushima, il faudra des années pour débarrasser les gravats du tsunami. Le travail sur la centrale infernale devrait se poursuivre, lui, au moins jusqu'en 2040. Quant à l'océan, l'air, les sols, ils sont contaminés pour des centaines d'années.